Donc, je vais passer la parole à Stéphanie Demers, qui est professeure au département de sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est fort apprécié de pouvoir discuter des enjeux de la formation avec vous. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis penchée sur les dimensions de la formation des acteurs et des actrices de l'éducation au regard de la critique et de l'engagement. Et c'est en fait aussi le cœur des recherches que j'ai menées et que je mène encore aujourd'hui. Je vais pouvoir d'abord vous parler du contexte du Québec, mais avant le tout, euh, la question qui me semble centrale, c'est vraiment cette question de pourquoi l'école, pourquoi enseigner et qui décide. Ces trois questions, en fait, vont piloter le type de formation que l'on puisse offrir, que l'on peut offrir aux personnes actrices de l'éducation. Et j'aime bien le propos de Biesta, de Gert Biesta, qui va dire qu'il y a quand même beaucoup de modèles, peut-être même trop de modèles qui promettent de réparer l'éducation une fois pour toutes. Avec l'historique que vous venez de faire, chers collègues, on peut voir que les réformes ont toute cette intention que de pouvoir réparer l'éducation. La recherche dans une variété de disciplines va apporter une contribution significative à la prolifération de solutions, mais en réalité, demande Bista, est-ce que ce n'est pas l'industrie mondiale de la mesure en éducation, l'industrie du management de la donnée qui est devenue la voie la plus forte dans la discussion autour de ce que l'éducation doit être et ce qu'elle doit servir? Et à cet égard, bien entendu, on peut penser à PISA et l'OCDE, mais pas que, puisqu'il existe un mouvement de privatisation des examens, des outils d'évaluation à travers l'Amérique du Nord, là, dont je pourrais vous parler brièvement. Le contexte québécois actuel, et j'aime dire que nous sommes le canari dans la mine de la francophonie, c'est vraiment le contexte de la nouvelle gestion publique et ses 3 M, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir à l'écran, une petite seconde, le marché, le management, la mesure et le contrôle. Ce sont les 3 M, en fait, là, qui semblent avoir pris le contrôle du système, excusez-moi, du système éducatif du côté du Québec, avec la gestion axée sur les résultats notamment. Mais nous sommes vraiment là, confrontés à une une réflexion sur l'éducation, ou plutôt une absence de réflexion sur l'éducation, un pilotage de l'éducation qui est entièrement contrôlé par les injonctions du marché, du management et de la mesure. À telle enseigne qu'à l'heure actuelle, il y a une rébellion très forte au Québec. Voyons, j'arrête pas de, excusez-moi, une rébellion très forte au Québec contre un projet de loi, le projet de loi 23, qui en fait cherche à réduire les processus éducatifs à un processus intrant-extrant, processus produit axé entièrement sur la production de résultats ou de scores aux examens à enjeux forts. Donc, à cet égard, on peut constater que les finalités de l'éducation, le but même de pourquoi éduquer est passé vraiment est devenu, en fin de compte, un non-lieu. On ne discute plus des finalités de l'éducation, on ne discute comme, simplement de la performance et de la mesure. Donc, rébellion très, très forte du personnel enseignant. D'ailleurs, nous serons en grève générale illimitée ici au Québec à partir du 21 novembre. En éducation, à telle enseigne que les écoles vont fermer. Nous sommes aussi dans une lutte en commission parlementaire pour faire face à ces diverses injonctions particulières. Donc, c'est vraiment un contexte très difficile qui est aussi caractérisé, justement, comme je le disais tout à l'heure, par la gestion axée sur les résultats. Cette idée, en fait, que l'éducation consiste à mener les élèves à performer dans les examens, qui les amène aussi en fin de compte, qui mènerait les personnes enseignantes à concevoir que leur travail
c'est de mettre en place des interventions devant générer des résultats ou des extraits en lien avec des indicateurs qui n'ont rien à voir avec la mission existentielle de l'école et tout à voir avec la position avantageuse ou profitable du Québec sur la scène internationale et même nationale, puisqu'on a la mauvaise habitude ici de se comparer à l'Ontario sans cesse. Donc, il faut que l'on puisse avoir des pratiques efficaces qui sont déclarées telles en raison de données probantes et nous avons vraiment séparé la mission de l'école de sa gestion, c'est-à-dire que tout repose bien entendu sur les outils d'évaluation de la qualité qui, je le disais tout à l'heure, ne permettent pas d'apprécier une formation intellectuelle, culturelle, citoyenne et ou émancipatrice. Et je dois souligner que ce qui découle de tout ça à l'heure actuelle, ce sont des programmes de formation à l'enseignement réduits. Donc, nous avons des personnes qui sont formées pour devenir enseignants-enseignantes qui ne disposent que de ce qu'on appelle le DEC, le diplôme d'études collégiales, qui ne disposent pas de formation universitaire disciplinaire et qui vont recevoir parfois un simple cours programme d'un an pour pouvoir se qualifier. Je crains que l'on se dirige vers ce qu'il y a eu aux États-Unis avec ce qu'on appelle Teach to America et qui consistait en une formation de 6 semaines, en fait, pour pouvoir entrer dans la salle de classe et enseigner. Les effets de ce virage dans les écoles, en fait, il est profond. Donc, les pratiques d'enseignement sont principalement orientées vers la préparation aux examens, ce qui entraîne une réduction des objets d'apprentissage qui seront abordés avec les élèves, une compétition accrue entre les élèves et les personnes enseignantes, avec comme corollaire, bien entendu, l'anxiété, le stress, le décrochage notamment, mais aussi avec cette perte de sens de leur travail des personnes enseignantes et ce sentiment de devoir sacrifier les visées de formation citoyenne, intellectuelle, culturelle qui sont les leurs comme auteurs et autrices de leur travail à l'autel de la préparation aux examens nationaux. On voit aussi une concentration forte des ressources financières et humaines dans les écoles et auprès des élèves que l'on considère performants. Et ce qui découle de ça, bien entendu, en fonction de la façon dont les élèves nous arrivent d'origines toutes différentes, on a l'accentuation des écarts socio-scolaires. Et finalement, on va même avoir parfois la manipulation des résultats scolaires de la part des directions d'école. Ce n'est pas un portrait heureux ou positif que je trace, c'est toutefois le contexte et les éléments de contexte dominants à l'heure actuelle au Québec. Ce qui, en fin de compte, peut peut-être servir de mise en garde aux collègues de l'Europe, à savoir que le modèle très américain de la gestion axée sur les résultats, le modèle très thatcherien de la nouvelle gestion publique, bien est tentaculaire et se promène un peu partout et sous différentes formes, différentes injonctions que l'on retrouve non seulement dans les pays anglophones, mais également au Québec maintenant et peut-être dans certaines formes en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on pose la question de la formation des acteurs et des actrices de l'école, de l'éducation, il faut aussi se poser la question de la résistance à ces forces qui sont, ma foi, très, très puissantes, difficiles, en fin de compte, d'argumenter contre les effets de PISA dans le pilotage de nos systèmes éducatifs. Ce qui semble être perdu, obnubilé, mis de côté, je reviens à Vista, c'est vraiment ce que les élèves et les étudiants ne sont, le fait que les élèves et les étudiants ne sont pas simplement des objets d'intervention éducative, efficaces ou non, mais des sujets. Ce qui semble être oublié, poursuit Bista, c'est vraiment que le but de l'éducation ne peut jamais être de soumettre les élèves au contrôle externe continu, et que l'éducation devrait toujours viser le développement, le rehaussement des capacités des élèves à vivre leur subjectivité dans et avec le monde et avec toutes les limites et les contraintes que être dans et avec le monde peut inclure.
Donc, l'éducation et ses acteurs, ses actrices devraient en ce sens porter la mission existentielle. J'aime beaucoup cette conception de la mission de l'école, de l'éducation de Bista, c'est-à-dire comment exister dans et avec le monde naturel et social. On pourrait aussi le qualifier de ce que fait le sujet de son éducation. Et donc, à quoi bon un référentiel de compétences? À quoi bon un merveilleux curriculum s'il ne permet pas aux acteurs et aux actrices de l'éducation de remplir sa mission existentielle? À quoi bon les meilleures pratiques, les données probantes, si elles sont désincarnées de cette mission? Ce que fait la nouvelle gestion publique et la gestion axée sur les résultats. Et on peut se poser la question des injonctions multiples qui sont contradictoires, qui peuvent en fait invalider des référentiels de compétences, des curriculums qui nous semblent très justes, bien ancrés dans une mission existentielle de l'éducation, mais qui en fait perdent leur valeur, perdent leur raison d'être lorsque les injonctions multiples des décideurs politiques viennent les contredire. Ça m'amène en fait à ces questions de comment est-ce qu'on forme, moins comment est-ce qu'on forme en fait, pourquoi est-ce qu'on forme les personnes, acteurs, actrices de l'éducation, quels sont les outils pour assurer de les former dans la mission existentielle. Et tel que je l'avais promis, je reviendrai sur en fait deux théories qui me semblent intéressantes et qui sont des théories de la justice, soit la théorie des capacités de Martha Nussbaum et la théorie de la justice de Nancy Fraser. Globalement, Martha Nussbaum propose de placer l'éducation au service des capacités plutôt que de la croissance économique, ce qui en fait semble être le modèle dominant. Ce n'est pas pour rien que c'est l'OCDE qui propose PISA et qui en fin de compte domine la mesure. L'éducation au service des capacités est en fait inscrite dans le paradigme de développement humain, c'est-à-dire que les chances ou les capacités dont chaque personne dispose dans les domaines essentiels qui vont de la vie, de la santé et de l'intégrité corporelle à la liberté et à la participation politique doivent sous-tendre le processus de l'éducation. Donc, l'éducation devrait permettre, toujours selon Nussbaum, de développer les capacités suivantes. Donc, et on va pouvoir voir là un curriculum, en fait. D'abord, la capacité de raisonner adéquatement sur les questions politiques qui vont concerner nos collectivités, notre collectivité, peut-être le pays, la nation, d'examiner, de réfléchir, d'argumenter, de débattre sans se rapporter à la tradition ou à l'autorité. Donc, de pouvoir oser avoir le courage de son propre entendement, comme le stipulait Kant. On doit aussi développer la capacité de reconnaître ses concitoyens, concitoyennes comme des personnes dotées de droits égaux, aussi différents puissent-ils être, chacun, chacune, et de les considérer avec respect. Il y a un croisement ici avec le concept de reconnaissance onnétien que l'on retrouve également chez Fraser. Et la capacité de se préoccuper de la vie des autres, de comprendre ce que différents types de mesures politiques signifient pour les possibilités de vie et les expériences de tous les concitoyens, concitoyennes, mais aussi des autres, des personnes qui ne sont pas concitoyens, concitoyennes, mais qui ont tout autant besoin de possibilités de vie et d'expérience. La capacité aussi d'imaginer une variété de problèmes complexes qui affectent l'histoire d'une vie humaine dans son déploiement, de juger les décideurs publics, je l'aime bien celle-là, avec esprit critique, mais aussi avec un sens réaliste et informé des possibilités qui leur sont ouvertes, la capacité de penser au bien de la collectivité ou de son pays dans son entier, pas seulement dans la perspective de son propre groupe. Et finalement, la capacité de voir son propre pays ou sa propre collectivité comme une fraction d'un ordre mondial complexe, où se posent des problèmes de différents ordres et dont la résolution exige une délibération transnationale intelligente. Tout ça, bien entendu, comme étant le fondement d'une éducation démocratique, d'une éducation à la démocratie qui transcende les seules frontières nationales. Et en fait, l'idée, c'est de mener l'élève à la rencontre du monde pour qu'il y pense,
pour qu'il en fasse quelque chose de cette rencontre avec le monde, pour qu'il devienne un sujet du monde avec le monde par cette rencontre avec le monde. Énormément d'implications pour la formation des personnes enseignantes, des acteurs, des actrices de l'éducation en général. D'abord, l'idée de former, oui, le praticien réflexif, mais le praticien réflexif critique, qui est en mesure d'analyser les finalités de l'éducation et la mission existentielle comme enjeu d'une éthique professionnelle. À l'autonomie critique, aux théories critiques qui malheureusement ne sont pas assez présentes dans nos facultés, pour soutenir l'agentivité épistémique, c'est-à-dire le pouvoir d'agir par, avec et sur les savoirs, une agentivité professionnelle et citoyenne aussi. Former, bien entendu, les acteurs, les actrices de l'éducation au dialogue, y compris au dialogue interculturel et à la compassion, y compris envers soi-même, à la reconnaissance, à l'argumentation et à la résistance pédagogique, puisque collectivement, ce qu'on est en train de voir au Québec, c'est vraiment l'organisation d'une résistance pédagogique argumentée. Il y a même des bouquins qui sont en train d'être publiés, certains ont déjà été publiés, pour faire face justement à cette réduction, cet asservissement de l'éducation à des injonctions de croissance économique et de management, de nouvelle gestion publique qui n'ont rien à voir avec sa mission existentielle. Bref, former les personnes actrices de l'éducation à se poser la question individuellement et collectivement. La question suivante, les injonctions et les orientations à l'égard de ma profession sont-elles au service de ma mission existentielle? Et si la réponse est non, quelles sont les brèches, les actions à poser pour réhabiliter cette mission? Et des brèches, il y en a. J'aime beaucoup la proposition de Gorski et Dalton sur la formation à la réflexion critique professionnelle. C'est vraiment cette idée de placer les rapports de pouvoir au centre de la réflexion éthique professionnelle et d'engager la personne à considérer sa position dans les systèmes de privilèges et d'oppression et comment cette position influence leurs pensées et leurs actions, c'est-à-dire, à l'instar de la façon dont Foucault va définir la critique, de problématiser. Et dans ce cas, de problématiser la profession enseignante, l'école, l'éducation et toutes les autres professions que l'on peut associer au processus éducatif. Donc, pour ces auteurs, la réflexion critique doit ultimement viser le changement social, c'est-à-dire qu'il implique de réfléchir à son état de préparation et à sa volonté d'être un agent de changement dans et hors de l'école. Et pour pouvoir devenir cet agent, de réfléchir à ses besoins de croissance personnelle et professionnelle. Et il propose même une typologie progressive des activités, en fait, à réaliser dans la formation des personnes enseignantes, allant de l'identité personnelle, de la réflexion sur notre identité professionnelle jusqu'à la réflexion sur la transformation sociale. Et comment est-ce que l'on peut, en fin de compte, créer des liens entre l'oppression et l'anti-oppression à l'intérieur et à l'extérieur de l'école? Comment est-ce que l'on peut intégrer une réflexion qui se projette dans l'avenir pour s'assurer de rencontrer les besoins continus de la justice sociale? Donc, c'est vraiment une proposition très, très pratique de l'accompagnement des personnes dans la formation des personnes enseignantes à cette réflexion critique professionnelle. Rapidement, la théorie de la justice de Fraser, je vérifie le temps, je vais juste m'assurer que je reste dans les temps. La théorie de la justice de Fraser postule que la justice est fondée sur la redistribution économique, la reconnaissance culturelle et la représentation politique. Sur le plan de l'éducation et des institutions publiques de façon générale, cela implique des arrangements sociaux qui permettraient à toutes et à tous de participer comme pairs dans la vie sociale. Cette perspective de la justice comme parité participative signifie bien entendu que sur le plan de l'éducation,
qu'il importe pour nous de démanteler les obstacles qui empêchent certaines personnes de participer au même titre que d'autres comme partenaires à part entière dans les interactions sociales. La conception va souligner Fraser comme les acteurs, les actrices de l'éducation de ce qu'est le bien commun et des origines des obstacles, si on considère qu'elles sont économiques, culturelles ou politiques, va façonner l'importance que les acteurs, les actrices de l'éducation vont accorder à l'une ou l'autre des dimensions et la façon qu'ils agiront sur chacune de ces dimensions ou sur une seule. Donc, la formation des actrices et des acteurs de l'éducation devrait aussi leur permettre de concevoir que ces obstacles et que ces diverses dimensions de la justice s'articulent entre elles et qu'elles s'alimentent et se sous-tendent. Donc, vous pouvez voir dans la schématisation qui a été faite de cette théorie que l'on parle d'une part égale, d'un respect égal et d'une voix égale. Donc, cette possibilité de participer à la modification de l'allocation des ressources, de participer à la modification des valeurs et de participer au processus décisionnel. Donc, dans la formation des acteurs, des actrices de l'éducation, cela implique de connaître et de comprendre qui sont les élèves, bien entendu, et ce, de façon critique, toujours avec cette idée des rapports de pouvoir, d'agir avec cette information afin d'améliorer les capacités des élèves à profiter des opportunités de l'éducation, de reconnaître comment les élèves sont positionnés différemment en termes de besoins d'équité et d'offrir un soutien éducatif différencié en fonction de ces besoins. Et j'aime beaucoup, en fait, la représentation que l'on peut proposer à l'égard de ces besoins de formation. La représentation qui a été réalisée par Isabelle Collet à partir de la toile de l'équité de Claudie Solar. Et on peut voir qu'on a vraiment là une reprise de la théorie de la justice de Nancy Fraser ici, donc qui requiert que l'on forme les personnes enseignantes, les acteurs, les actrices de l'éducation, à ce que l'école permette d'exister collectivement et singulièrement, d'apprendre en confiance et d'avoir un pouvoir sur le savoir, l'agentivité épistémique. Je vais voir combien de temps est-ce qu'il me reste. Pour moi, un peu plus de 10 minutes. Ah, génial. Donc, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que mon accent québécois n'a pas été un obstacle à la compréhension. Merci, Siam. La théorie de la liberté sociale de Axel Honneth me semble aussi, en fait, un complément aux deux théories que nous avons vues, puisqu'il implique d'aller au-delà de la personne dans sa réflexion critique pour en fait nous mener vraiment à cette réflexion critique collective, mais aussi solidaire, qui s'inscrit dans des relations de reconnaissance, dans le dialogue, dans la solidarité et dans la communauté, la collectivité. Je parle ici bien entendu de sa théorie de la liberté sociale. Et en fait, un élément qui me semble particulièrement intéressant sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Charles-Antoine Bachand, vraiment cette idée du sujet épistémiquement libre, c'est-à-dire que pour que l'on puisse faire quelque chose de ce que l'on sait, de ce que l'on sait faire, il faut que ces savoirs soient justement au service de ma liberté. Il faut que je puisse les mobiliser au service de ma liberté, mais aussi celle des autres, puisque ma liberté dépend de celle des autres. Le sujet épistémiquement actif agit sur, par et avec les savoirs et élabore des savoirs. Donc, on doit le reconnaître dans sa position située. Sa voix, son interprétation du monde, le sens qu'il donne à son expérience doivent être reconnus comme légitimes et essentiels par les autres. On parle ici du concept de justice épistémique et en fait, on parle ici de l'élève, de la personne qui apprend et qui apprend à donner sens, en fait, à cette rencontre avec le monde et qui sera en mesure de mobiliser, d'agir en fonction des savoirs qu'il construit dans cette rencontre avec le monde.
Et en fait, l'école et les systèmes épistémiques dominants se refusent de façon générale à reconnaître le sujet situé, l'acteur épistémique. Et les élèves sont souvent maintenus dans un état de suggestion épistémique, c'est-à-dire soumis au contrôle des savoirs des autres, bien que nous reconnaissons tout à fait qu'ils doivent être à la rencontre des savoirs des autres, y compris des savoirs légitimement transposés dans le curriculum, mais il faut aussi reconnaître qu'il doit faire quelque chose de ce savoir, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir en construire le sens. Donc, ne pas être obligé de reproduire le savoir de quelqu'un d'autre de façon fidèle, mais plutôt de disposer des outils de son interprétation et de sa mobilisation, en fait, une fois que l'on a interprété. Et si l'école a réellement comme finalité le devenir soi et socialement libre, elle doit alimenter par ses pratiques la lutte pour la reconnaissance du sujet situé, en évitant la fragmentation des actions collectives. À ces impératifs, le dialogue dans toute sa complexité est conçu par Axel Honneth, bien entendu, comme levier de liberté sociale. C'est-à-dire que si je reprends la toile de l'équité revue par Isabelle Collet, le dialogue n'est pas seulement entre les acteurs et les actrices de l'éducation, n'est pas seulement entre les adultes, mais doit aussi être entre les adultes et les enfants, les adolescents, les personnes que l'on forme, et entre les personnes qui sont formées elles-mêmes pour s'assurer, en fin de compte, de pouvoir construire graduellement cette reconnaissance du sujet situé, des autres qui sont des sujets situés autour de nous. C'est donc ce dialogue qui permet au sujet situé de déterrer les rapports de force qui vont caractériser sa position et qui va également lui permettre d'étayer non seulement les dimensions dynamiques de son identité, de sa situation, mais aussi de celle des autres en interaction. Et c'est cette possibilité de concevoir l'oppression, les rapports de force asymétriques qui permettent de développer la solidarité, la compréhension et la compassion et qui nous mènerait en fait justement à pouvoir concevoir la justice comme étant une finalité, la justice telle que Martha Nussbaum la présente dans Les capacités, mais aussi telle que Nancy Fraser la présente dans sa propre théorie, de concevoir la justice comme étant le rôle d'une vie comme une personne qui est dans le monde et avec le monde. Et donc une finalité particulièrement puissante pour l'éducation. La reconnaissance, bien entendu, est cet élément qui nous demande de reconnaître l'identité individuelle. Et c'est bien entendu un acte, l'acte de reconnaissance qui introduit une tension morale dans la vie sociale. Mais en fait, c'est cette tension qui pousse sans cesse le progrès social au-delà du dernier degré institutionnalisé. Là, je reprends les paroles ou plutôt les écrits d'Axel Honneth à cet égard. Donc, et par la voie négative d'un conflit entre les valeurs, entre la reconnaissance des différents éléments qui constituent le sujet, les divers sujets et leurs différences, qui va nous reconduire par palier progressivement un état de liberté vécu dans la communication, donc dans le dialogue. Et ce dialogue doit perturber et remettre en cause les rapports de non-reconnaissance comme processus de formation éthique. Donc, être perturbé dans notre conception de nous-mêmes, des autres, de notre rôle social, de notre rôle professionnel, ça fait partie aussi de l'éthique. Ça fait aussi partie de notre éthique professionnelle que d'accepter l'inconfort de remettre en question nos préjugés, nos biais, nos positions situées et ce que cette position peut impliquer pour nous comme personnes enseignantes, comme acteurs, actrices de l'éducation. Je finirai peut-être ici, puisqu'on a auparavant débordé un peu, et je conclurai en disant en fait que ce n'est pas un mince mandat
que celui des acteurs et des actrices de l'école. Et la question, en fait, que l'on doit sans cesse se poser et qui me semble de plus en plus urgente dans cette période de crise, c'est à quoi est-ce qu'on forme les personnes, acteurs, actrices de l'éducation, à quelle mission? Et en fait, est-ce que la formation que l'on dessine, que l'on conçoit pour ces personnes entre en conflit avec les prescriptions qui peuvent venir de toutes parts, les injonctions ministérielles, les cadres normatifs qui se multiplient, mais de façon plus importante, cette course effrénée à la croissance économique euh, qui, en fin de compte, dicte les politiques publiques de façon générale et qui vont avaler toute tentative d'assurer que l'école, l'éducation puisse mener à bien sa mission existentielle. Bien voilà. Merci. Merci Stéphanie.